Comment ils vont? Vous trouvez que c'est calme en ce moment la F1? C'est trop calme. Ne vous inquiétez pas, les dingueries arrivent, et j'ai même envie de vous dire qu'elles sont au four. On va évoquer tout ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Espagne, le marché des transferts s'agite, il y a une grosse rumeur sur Alpine, on devrait avoir des réponses sur la perte de tout le monde. Après ces 2 semaines de pause, il faut qu'on fasse le point sur l'actu F1. Allez, on en parle. Vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné les gars, et ça c'est pas tip top, même si on fait avec. Tu sais quoi faire si c'est pas déjà fait du coup? Abonnement, pouce bleu. Pas le temps de niaiser. D'ailleurs, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur mon autre chaîne. Je vous raconte l'histoire de la dernière fois que l'équipe de France a gagné un Euro de foot. N'hésitez pas à vous abonner aussi là-bas pour me donner de la force. Bonne vidéo. C'est la grande question de cette presque mi-saison. Quelle sera la hiérarchie de ce Grand Prix d'Espagne? Parce que contre toute attente, depuis Miami, il faut le dire, Red Bull est challengé. Sur les 4 derniers GP, on a eu 3 vainqueurs différents quand même, et on sent de toute manière que la concurrence pousse de plus en plus Red Bull. D'ailleurs, il s'agit plus forcément que de Ferrari et McLaren, puisque George Russell était en pole à la régulière à Montréal. Pour commencer avec Red Bull, faut rappeler que cette voiture a du mal avec les vibreurs à cause d'un souci intrinsèque de la voiture, ce qui l'handicape fortement sur certains circuits. On l'a surtout vu à Monaco et Montréal, où il y avait aussi moins de courbes rapides. Ceci étant dit, Barcelone devrait être une autre mayonnaise. Ou une autre limonade. Je sais plus ce que c'est la bonne expression. Parce que c'est un circuit moins demandant en termes d'utilisation des vibreurs avec plusieurs sortes de virages, donc des courbes à moyenne et haute vitesse, ce que la Red Bull adore. Du coup, logiquement, les Autrichiens devraient y dominer, mais, parce qu'il y a un mais, si à Barcelone les autres voitures fonctionnent, là on peut se retrouver avec quelque chose de très intéressant pour la saison. En Espagne, il faut être aérodynamiquement bon à toutes les vitesses de passage dans les virages, et trouver le bon équilibre sera clé. On parle de Ferrari plus tard dans la vidéo, et McLaren devrait très bien fonctionner dans les virages à haute vitesse, et son upgrade de Miami me fait penser que ça ira aussi au niveau de l'équilibre dans les low speed. C'est d'ailleurs exactement ce qu'Oscar Piastri a déclaré. Écoutez, je suis assez confiant que nous serons aussi à l'avant. Red Bull sera probablement un peu plus forte qu'elle ne l'a été, mais nous serons dans la bagarre. J'aime lire ce genre de déclat. J'aime quand on m'enduit d'huile. Côté Mercedes, on va chercher une confirmation à Barcelone. Tout simplement. Chez eux, on clame haut et fort qu'on a trouvé la solution à l'historique et complexe blocage sur l'effet de sol. Et ben c'est ce qu'on va voir dès ce week-end. À ce qui paraît, ils auraient mis fin au problème de corrélation entre l'usine et la piste. Toto Wolff a dit qu'ils auraient trouvé la pièce manquante du puzzle et que le nouvel aileron avant aurait été un élément eureka pour eux. J'espère vraiment que c'est le cas pour l'intérêt du championnat. Vous voyez qui devant ce week-end? On le sent se tramer en tâche de fond et ça crépite littéralement. Andrea Kimi Antonelli se rapproche de plus en plus d'un volant en Formule 1. Et restez assis s'il vous plaît, ce serait lui le favori pour le baquet Mercedes l'an prochain. Hein? Non. Si. Alors rien de fou peut-être pour la plupart d'entre vous. On en parle depuis le début de la saison de ce petit jeune, mais là ça sent de plus en plus le volant pour lui. Pourquoi? Je vais vous le dire. On l'a dit, Merco veut le titulariser à un moment donné. Toto Wolff aurait été traumatisé par le fait d'avoir raté Verstappen et ne voudrait pas rater une nouvelle pépite, et surtout il y aurait eu de pression sur la FIA pour faire sauter la limite de 18 ans pour avoir la super licence, ce qui est passé. Enfin passé. Je vais vous lire le règlement, vous allez comprendre. Le pilote doit être âgé de 18 ans lors de sa première participation au championnat de Formule 1. Un pilote ayant récemment et constamment fait preuve d'une compétence et d'une maturité exceptionnelle dans les compétitions de voitures de formule de monoplace peut se voir accorder une super licence à l'âge de 17 ans. En gros, monsieur Antonelli, la porte est ouverte. Très honnêtement, je suis assez étonné de ce changement de braquet de la FIA. Ils avaient mis ça en place pour des raisons qui semblaient valables. Ça m'étonne quoi. Là, on a l'impression que c'est juste un twist pour que Merco puisse faire ce qu'elle veut, donc c'est un peu étonnant et je trouve que ça décrédibilise un peu le truc. Après, c'est comme ça. Pour Antonelli, ça veut dire qu'il pourra participer à des séances d'essai ce mois-ci ou en juillet, donc avant ses 18 ans. Du coup, l'idée serait qu'il remplace Sargent en cours de saison et qu'il conduise pour Mercedes dès l'an prochain. Ça serait la tendance du moment. Alors vous connaissez mon avis là-dessus, je suis pas contre si c'est un crack absolu, mais je pense surtout que c'est le meilleur moyen de lui brûler les ailes. Vous en pensez quoi, vous? Petit point rapide sur le marché des transferts qui ne bouge pas, mais qui, disons, crépite. Commençons par Sainz, dont les 2 options semblent être Sauber, futur Audi, Williams et Alpine. Les 2 premières étant les plus probables. Carlos a fait pas mal de déclarations sur le sujet, c'est sûr que ça doit pas être évident pour lui parce que c'est vraiment pas des top teams, mais c'est la tendance qui est en train de se profiler. Chez Alpine, on irait vers une prolongation de Gasly et on parle pas mal de Bottas chez eux pour l'épauler, ce qui ne me semble pas forcément être un mauvais choix, même si en vrai il a quand même l'air cramé. Disons qu'il y a de l'expérience, mais il y a plus beaucoup de jus. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a d'autres options sur la table aussi. Du Joe, du Douane, du Martins, même si ça paraît vraiment improbable, ou même du Sainz, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chez As, Magnussen a déclaré qu'il n'avait pas de news, mais spoiler alert, je vois pas trop comment il pourrait le garder. On parle beaucoup d'Esteban Ocon chez eux, c'est vers quoi ça semble aller. A priori donc aux côtés d'Oliver Berman, qui roulera chez eux ce week-end en essai. En ce qui concerne Williams, on en a parlé. Voilà les gars, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est essentiellement de la spéculation, donc on passe vite à la rumeur qui suit, qui risque de vous faire mal au cœur.
Il y a une rumeur hallucinante qui circule sur Alpine, les gars. Restez sur vos chaises. C'est que l'équipe pourrait abandonner le moteur Renault en 2026. En fait, on manquerait de confiance dans le projet moteur de Viry-Châtillon qui ne fonctionne plus aussi bien qu'avant depuis le début de la hybride. Sur 2026, on serait un peu en retard encore une fois, ce qui pousserait Alpine à se positionner comme écurie cliente dans 2 ans. Ça parle de Red Bull Ford, de Mercedes ou même de Honda pour motoriser l'équipe française. En fait, si une équipe du plateau n'a plus de moteur, la règle dit qu'un motoriste en activité doit obligatoirement lui en fournir. J'avoue, je suis assez sidéré d'être en train de vous dire ça. J'ai vraiment du mal à imaginer ça en fait. Attends, tu vois Ferrari rouler avec un moteur Mercedes? Ça n'a pas de sens. Alors McLaren et Aston Martin roulent bien avec un moteur Merco, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne font pas de moteur de course. Alors je serais pas choqué de voir l'équipe d'Enston faire ce move-là. C'est déjà arrivé dans le passé quand Renault n'était pas là, mais voir le groupe Renault justement devenir client d'un autre constructeur via Alpine, j'avoue que ça semblerait complètement fou. Après, si on essaie de voir le verre à moitié plein, ça peut avoir des avantages. D'abord, en laissant tomber le projet moteur, Renault réduirait drastiquement ses dépenses. Ensuite, logiquement, ils auraient plus de performance. Et enfin, ça faciliterait probablement une vente potentielle d'Enston. Alors c'est qu'une rumeur pour le moment, mais ça pourrait arriver et il va falloir qu'on soit bien accroché. Donnez-moi vos avis en commentaire. La Scuderia sera sous pression à Barcelone. Après le week-end qu'ils ont eu au Canada, j'ai envie de vous dire normal. Un double DNF avec du grand n'importe quoi sur la stratégie, on a presque eu un flashback de 2022 voire de 2020. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et oui, après ça devrait aller mieux pour les rouges. La voiture fonctionne très bien dans les low speed et est compétitive dans les virages à haute vitesse. Ça pourrait bien se passer à Barcelone. En tout cas, j'imagine qu'on ne répliquera pas les galères du Canada. Après, il est toujours difficile d'anticiper les résultats d'une équipe avant les faits, mais bon, ça serait la tendance. Entre vous et moi, clairement, ils peuvent pas faire pire qu'à Montréal. Donc on devrait reprendre une dynamique intéressante. En plus, Maranello a validé le deuxième gros package d'upgrade de la saison en avance, que Ferrari utilisera donc à Barcelone. Ils amènent notamment un nouveau plancher et d'autres nouvelles petites choses. L'objectif est d'améliorer les qualités de la voiture et d'homogénéiser la perf entre le samedi et le dimanche. Côté pilote, Charles n'a pas été responsable de grand chose quant au déboire de son équipe à Montréal, ce qui n'a pas été complètement le cas de Carlos. Vous avez vu l'erreur vous-même. Bref, il faudra les observer attentivement ce week-end. Il vit dans cette catégorie, Checo ou... Alors vous allez me dire, mais t'es trop dur, tu le mets tout le temps là. Nanani, nanana. Je ne vois pas comment on peut négocier sur ce sujet, les gars. Attendez, vous voulez qu'on reparle de sa série? Pas de Q3 depuis Miami? 2 éliminations en Q1 consécutives? 4 points marqués en 3 grands prix? Si le gars n'est pas sous pression là, je sais pas ce qu'il vous faut. Il faudra absolument qu'il rebondisse à Barcelone. Ce qui va être compliqué puisqu'il a déjà 3 places de pénalité sur la grille dimanche. Alors il a parlé un peu depuis le Canada. Il a dit ça. Je pense que les autres pilotes qui sont venus chez Red Bull ont vu à quel point c'est difficile de faire équipe avec Max. Red Bull est différente de toutes les autres équipes à cet égard. Mentalement, ça vous prend tout et vous devez être très fort pour faire face à la pression qu'il y a toujours dans cette équipe. Il a pas tort, mais je ne suis pas du tout fan de ce genre de déclat. C'est une posture de gars qui a déjà perdu. En fait, je vois pas comment tu peux être performant en étant dans cet état d'esprit. Ça veut juste dire qu'il part battu, même si, ok, il est réaliste. Je ne vois pas comment Red Bull va s'en sortir avec ce gars dans cet état, en fait. D'ailleurs, c'est à se demander s'ils ne regrettent pas déjà leur décision. Horner s'est empressé de dire qu'il avait un contrat de 1 + 1 an, au cas où vous auriez raté la news. Bref, j'avoue, je suis un peu lassé de voir ce statu quo. Je sais que c'est pas évident, pour moi c'est un bon pilote, mais il est juste pas à sa place chez Red Bull. C'est un baquet difficile, ok, mais là je pense que c'est insuffisant. Donc comme d'hab, il sera sous pression à Barcelone. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Petite pression sur Yuki ce week-end, les gars. J'ai bien dit petite, parce que je sais que notre cher pilote japonais fait des merveilles depuis le début de saison, mais au Canada, ça s'est un peu passé à l'envers pour lui. Il a fait une erreur rare pour ses nouveaux standards, et il a été battu sèchement par son coéquipier. Vous savez ce qu'on dit en F1, vous valez votre dernière course. Donc c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie. Je vous le répète, il est un peu sous pression, rien à voir avec le mec dont j'ai parlé avant. D'ailleurs c'est drôle parce qu'en soi il est même moins sous pression que son coéquipier. Il a un contrat pour l'an prochain, et surtout lui, Helmut Marko ne lui fait pas siffler les oreilles à longueur de journée. En tout cas si on combine les deux pilotes, il y a moyen qu'il y ait un peu de stress dans le garage. Après la voiture devrait fonctionner. Elle est assez homogène et marche à peu près partout. Ils vont avoir des évolutions aussi, en l'occurrence un fond plat, une carrosserie et un aileron arrière. J'ai donc hâte de voir comment ils vont s'en sortir. À eux de confirmer qu'ils sont bien la 6ème force du plateau. Il a été traité tous les noms en 2023 et même en début d'année, mais il a décidé de ne pas se laisser faire. Jean-Michel Prédiction est sur une vraie série. 4 sur 4, vous allez faire quoi en fait? Promis, dès ce week-end, j'essaie de me planter à nouveau. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuit, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et pour Barcelone, les gars, j'ai un truc à vous annoncer. Un truc important. Ce week-end, je vois une équipe confirmer qu'elle a trouvé la solution. Un team qui a ramé depuis le début de saison, un groupe qui a vacillé, et qui vacille encore. Messieurs, dames, je vous l'annonce, ce week-end, une Mercedes au moins sera sur le podium. Vous l'aurez entendu ici en premier, ne me remerciez pas tout de suite.
Les cotes, c'est comment? Alors, pour la victoire, Max est sur l'autoroute, toujours devant Lando et Charles. D'ailleurs, si vous demandez, Checo est à 30. Pour le podium, c'est la même histoire. À noter que mes chers Merco sont quand même loin derrière. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Barcelone, un classique, vous êtes au courant. Il a été construit dans le programme de développement des JO de Barcelone en 92, la première édition ayant accouché d'un magnifique combat Mansell-Senna. C'est un circuit que les pilotes adorent et qu'ils connaissent par cœur, puisqu'il est parfait pour tester, vous le savez. Même si on y va un peu moins de nos jours pour faire des essais. En fait, c'est un très bon mix entre virages rapides et lents, ce qui en fait une référence technique pour les équipes. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans cette très longue ligne droite descendante qui devrait permettre de voir des dépassements. On aura une longue zone DRS ici. Attention au départ aussi, puisque la distance entre la pole et le premier virage est grande. Gros freinage au numéro 1. On remonte sur les gaz dès le 2. Attention à ne pas arriver trop vite ici. Maintenant, c'est le virage le plus fou de ce circuit, le numéro 3. Cette courbe, elle va mettre à mal les pneus avant droit et récompenser les plus audacieux. On freine au panneau 50 pour le numéro 4, qui est une nouvelle courbe à droite. Attention à bien garder la corde ici. Le 5 sera le virage le plus lent de ce secteur 2. En sortie, on monte sur le vibreur. Petit freinage au 7. Ça remonte sur les gaz, et là c'est à fond jusqu'au fond de la ligne droite. La deuxième zone DRS de ce circuit, où les pilotes auront quand même un peu de mal à dépasser. Puis c'est un gros freinage au 10 où on tombe 5 vitesses. A noter que le secteur 3 commence ici. C'est là que les voitures performantes dans les virages lents seront performantes. On négocie l'escargot avant d'arriver dans la dernière portion de ce secteur. C'est à fond dans la courbe rapide qui est de retour depuis l'an dernier. On remonte sur les gaz le plus tôt possible, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix d'Espagne. Vendredi, on devrait avoir grand soleil avec 25 degrés. Samedi, il devrait y avoir quelques nuages avec 27. Et dimanche, par contre, il devrait faire plus frais avec des averses par-ci par-là. Le programme de ce week-end. Vendredi à 13h30, on aura les libres 1 et à 17h les libres 2. Samedi à 12h30, ce sera les FP3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi à 14h, je serai en live chez Winamax pour pole position. Et dimanche, on se fait le Grand Prix ensemble sur ma chaîne Twitch. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!